Toute fille rêve d'épouser une star du rock. Mais toute star du rock n'est pas forcément bonne à marier. Aucun d'entre nous ne l'aimait. Carol le laissait dominer. Ce n'était pas dans ses habitudes. Todd Garton s'inventait une vie et manipulait les autres à force de mensonges. C'est un menteur pathologique. Il serait le meilleur vendeur de voitures au monde. Quand la vie de famille l'oppresse trop, Todd retrouve une ancienne flamme. Leur relation est réellement malsaine. Le côté sombre de sa personnalité ressort. Il s'invente une nouvelle histoire et trame un complot formidable pour échapper à ses obligations et à sa famille. Il m'a lavé le cerveau à un point tel que j'ai dit « Todd, je vais tuer qui tu veux ». Le 16 mai 1998, à Cottonwood, en Californie. Norman Daniels, un tueur à gages, s'apprête à honorer un contrat contre son gré. Il sait de sources sûres que la cible, Carol Garton, est un assassin professionnel. Son emploi banal dans un bureau n'est qu'une fausse identité. Il s'agit toutefois de mensonges forgés par le mari de Carol, Todd. L'histoire de Todd et Carol débute 10 ans plus tôt, à la fin des années 80, à Portland, en Oregon. Le jeune Todd Garton réalise son rêve. Il est une vedette du rock. Il se trouve à la tête d'un groupe, Détente Touch. Todd Garton avait un effet grisant. Il était rempli d'énergie et avait un côté voyou. Il souhaitait par-dessus tout faire partie d'un groupe de musique et être célèbre. Il voulait atteindre son but. Le règne de Reagan tire alors à sa fin. Le nord-ouest de la côte Pacifique se prête à l'émergence d'un nouveau son cru qui reflète bien l'époque, blasé mais rebelle. Mais Garton est loin d'être un rebelle. Il ne tourne pas le dos au succès populaire. Il veut être une superstar. C'est Todd qui menait le bal. Entièrement. C'était son groupe. J'étais la chanteuse principale, mais il m'avait modelée. Quand je l'ai rencontré, j'étais Carol Batchelor. Il a créé Ursula D. Il m'a rebaptisée. Il a façonné mon personnage. Il m'a expliqué ce que je devais faire. Je ne sais pas d'où il l'avait tiré, mais il avait conçu un plan. On l'a suivi, on lui faisait confiance. Ça a fonctionné. Todd avait une idée précise de ce qu'il voulait dire, et c'est ce qui importait. Il se souciait peu de la valeur de son œuvre. Il fallait simplement qu'il croie en ce qu'il faisait. Beaucoup de ses chansons avaient une connotation politique. Elles portaient souvent sur le conflit et les troubles en Irlande. La passion de Todd et son tempérament fougueux ont assuré le succès de Détente Touch, du moins à Portland. Certes, les vedettes du rock sont vénérées sur scène, mais c'est en coulisses que l'action se passe réellement. Et Todd Garton a soif d'attention. Mais quand Todd rencontre Carol Holman, il lui trouve un attrait spécial. Elle se distingue des autres filles. Elle était adorable, la personne la plus adorable que j'ai connue. Elle était si douce et délicate. On voulait toujours la serrer dans nos bras.
On menait une vie de débauche. Mais Carol nous ramenait sur Terre. C'était elle qui nous empêchait de sauter du balcon. Elle nous calmait. Todd et Carol se sont donc rapprochés. Les amis de Todd apprécient Carol, mais la famille de la jeune femme n'est pas si enchantée. Elle croit que Todd est un tyran. Aucun d'entre nous ne l'aimait. C'était un de ces gars qui lâchent l'école pour faire de la musique. Il avait l'air malpropre et ne travaillait pas. Le comportement de Carol changeait complètement quand elle était avec Todd. Elle le laissait dominer. Ce n'était pas dans ses habitudes. Les parents de Carol voient sa relation avec Todd d'un mauvais œil. Et personne ne la désapprouve autant que la copine de Todd. Elle s'appelle Lynn Hanson et son amour pour Todd ne connaît aucune limite. Lynn était l'une de nos groupies. Elle faisait pratiquement partie des vêtements de Todd. Impossible de l'en détacher. Personnellement, je trouvais qu'elle était une petite garce sans cervelle. Todd fréquente deux femmes, qui ne pourraient être plus différentes l'une de l'autre. Carol est une fille modèle et terre-à-terre, tandis que Lynn interpelle le côté indomptable de Todd. L'empire qu'il exerce sur elle a un certain caractère érotique. Elle était tellement éprise de Todd qu'elle s'est servie d'une lame de rasoir pour graver un cœur sur sa cuisse. Elle a inscrit un T pour Todd au centre du cœur. Tout ce que Todd lui demandait, elle le faisait. Vraiment tout. Elle ne lui refusait rien. Lynn était son alter ego négatif, le côté sombre vers lequel il penchait. Todd n'est pas seulement sombre, il est aussi dangereux. Il est obsédé par le conflit en Irlande, ce qui le pousse à s'inventer une vie imaginaire. Todd prétendait qu'il avait enseigné en Irlande du Nord à manier et à nettoyer des fusils de chasse, ce qu'on appelle en Irlande des fusils de tireurs d'élite. Je n'accordais aucune importance à la véracité de son récit. Durant les 10 ans qu'a duré notre collaboration, son histoire n'a pas changé. Qu'en pense Lynn? Eh bien, elle ajoute foi aux histoires fantaisistes qui présentent Todd comme un assassin de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Todd lui fournit même des photos comme preuve. Lynn gobait toutes les fabulations de Todd concernant son adolescence dans l'IRA. Bien qu'il soit agréable d'être suivi par une groupie obsédée, Todd comprend que Carol est la femme pour lui. Elle ne croit pas à ses absurdes fantaisies à la James Bond, mais elle croit en lui. Tout ne s'est pas produit en un clin d'œil et certains cœurs ont été blessés. Mais Lynn a finalement été écartée. Carol a emménagé avec Todd. À plusieurs reprises, Lynn a reparu. Carol sévissait et refusait d'accepter sa présence. Lynn disparaissait un moment, puis revenait. Carol devait la chasser à coups de balai. Toutefois, Détente Touch ne dure pas éternellement. Mais Carol ne regrette pas la fin de la période musicale de Todd. Carol était le rocher qui lui servait de base pour construire quelque chose de bien. C'est Carol qui était forte et rationnelle. Todd accepte mal la fin de ses jours de gloire. Il ne peut ranger son ego dans un album de coupure. Todd Garton doit se réinventer. Malheureusement pour Carol, la transformation de Todd le rendra beaucoup plus dangereux. Le 16 mai 1998. Cottonwood, dans le nord de la Californie, est un petit village paisible.
Mais aujourd'hui, un tueur à gages parcourt ces rues. Norman Daniels est en route pour s'acquitter de sa toute première tâche. Carol Holman, maintenant Carol Garton, est enceinte de 8 mois. Elle ignore totalement l'horreur qui la menace, une perfidie tramée par son mari Todd. Todd ne manque pas de détermination, mais depuis 10 ans, il n'en a pas tellement fait usage. Au terme de sa carrière musicale, il se réoriente radicalement et joint les rangs des Marines. Peu après, Carol et lui se marient. Mais Todd se blesse durant l'instruction élémentaire et sa carrière militaire se termine avant d'avoir débuté. Il n'a pas pu terminer l'instruction élémentaire. Je sais qu'il en a été durement éprouvé. Il était anéanti. Todd entreprend ensuite une série de projets. Il fonde une entreprise de promotion de concerts. Il ouvre un bar. Il dirige même un camp pour les adolescents délinquants. Tous ces projets échouent. Ce que Todd redoutait le plus était en train de se produire. Les emplois peu payants se succédaient. Pour quelqu'un qui a autant d'imagination que Todd, la vie à Cottonwood devait être très ennuyeuse. Vers la fin des années 90, Todd gagne modestement son pain en érigeant des clôtures. La plupart ne considéreraient pas sa vie comme un cauchemar. Carol et lui ne sont pas prospères, et c'est elle qui soutient le couple financièrement grâce à son salaire régulier. Carol ferme même les yeux sur la lubie de Todd, qui affirme désormais à ses amis avoir gagné les médailles qu'il a pourtant achetées. Il aime parler. Il aime raconter des histoires. Il aime s'inventer une personnalité et agir comme s'il était supérieur, intelligent ou connaisseur. Todd prétend toujours avoir été recruté comme assassin par l'IRA. Mais il va plus loin en affirmant être un tireur d'élite des Marines. Je ne sais pas si on peut reconnaître un sociopathe. Peut-être qu'on s'en serait douté si on l'avait fréquenté plus souvent et qu'on l'avait vu agir. Mais on n'était pas là. Todd cache aussi sa vie imaginaire à Carol. C'est un habile escroc qui sait qu'on raconte des mensonges qu'aux personnes qui les croiront. Heureusement pour lui, Todd a rencontré deux nigauds, Norman Daniels et Dale Gordon. Au contraire de Todd, Dale Gordon a réellement fait partie des Marines. Il tient maintenant un atelier d'usinage en ville. Todd m'a montré des médailles qu'on lui avait décernées dans le corps des Marines. Je ne sais pas où il les avait dénichées. Il avait des Purple Hearts et tout le reste. Il affirmait toujours être un tireur d'élite des Marines. J'étais naïf à l'époque et je me disais qu'un Marine ne ferait pas de mal à un autre. Mais il m'en a fait. Il m'a démoli. Il y a une exposition d'armes à feu presque chaque mois dans le coin. Et on peut y dénicher n'importe quel couteau, écusson de l'armée, médaille, fusil et insigne. Il n'est donc pas difficile de rassembler tout un attirail pour se créer ce genre d'identité parallèle. Tout y est. Il faut simplement faire preuve d'imagination. Quant à Norman Daniels, c'est un père célibataire. Il est pompiste et tente de joindre les deux bouts pour faire vivre son fils. Les histoires d'action et d'aventure de Todd fascinent Norman. Norman travaillait fort. Il prenait soin de son fils. Il voulait bien faire. Il a été trompé et manipulé, tout comme moi. Norm et Dale sont des gars ordinaires, nés dans une petite ville. Todd soutient qu'il est un tireur d'élite, acceptant des missions secrètes pour éliminer les ennemis du pays. Todd peut manipuler ces deux hommes comme des pantins.
Il m'a dit qu'on l'avait envoyé au Nicaragua pour assassiner des gens et qu'il en avait tué beaucoup d'autres pour l'armée républicaine irlandaise. Norman était un peu naïf, mais Todd était aussi très convaincant. Il s'y connaissait en fusil de tireur d'élite, en silencieux et en viseur. Selon moi, c'est un menteur pathologique. Je pense qu'il croyait lui-même ses histoires. Pendant que Todd s'affaire à s'inventer une vie imaginaire, Carol, elle, vit dans le monde réel. C'est Carol qui soutenait la famille. Elle avait un emploi stable et était aimée de ses employés et de ses supérieurs. Tôt un matin de septembre 1997, après 6 ans de mariage, Carol obtient enfin ce qu'elle souhaite. Elle espère que ça les rapprochera et fera d'eux une famille. Todd profitera-t-il de l'occasion pour devenir un mari et un père exemplaire? Vous voulez rire. Il échoue lamentablement. Vous souvenez-vous de son ancien amour, Lynn Hasson? Todd, lui, s'en souvient. En fait, ils ont gardé le contact toutes ces années. Elle se remémore avec nostalgie la passion avec laquelle ils s'aimaient. Heureusement pour Todd, elle croit encore toutes ses inventions. Comme les amis de Todd, elle pense qu'il est une star, un tireur d'élite et un tueur à gages. Todd savait que Lynn le soutenait aveuglément, alors il correspondait. Elle gardait tout ce qui le concernait. Le triangle amoureux de l'époque musicale de Todd est reformé. Mais Lynn représente maintenant autre chose, la liberté et le désir. Elle offre une échappatoire à la vie d'adulte et de père. Leur relation est réellement malsaine. Le côté sombre de sa personnalité ressort. Une chimie opérera toujours entre les deux. Lynn habite toujours près de Portland. Quand elle a cru que Todd lui échapperait à jamais, elle a épousé un certain Dean Noyes. Ils ont 2 enfants et une relation tumultueuse. Notre relation s'était détériorée. On vivait beaucoup de pression. On s'éloignait l'un de l'autre chaque jour. C'est entre autres ce qui explique les difficultés qu'on éprouvait depuis environ 6 mois. Todd raconte à Lynn tout ce qu'elle veut entendre. Il travaille encore pour l'IRA, mais il remplit à l'occasion des contrats pour le gouvernement américain. Et surtout, il veut être avec elle. Je crois qu'il tentait de la convaincre que, comme il n'était pas heureux avec Carol, il la laisserait. Elle l'a cru, il le voyait comme un héros de bande dessinée, comme un sauveur. Peu de temps après, Todd se rend à Portland pour renouer sa liaison avec Lynn. Au départ, il ne faisait que divaguer. Ce serait génial si l'un de nos conjoints disparaissait. Todd excelle dans l'art de brouiller les frontières entre le rêve et la réalité. Il dit donc à Lynn que l'organisation secrète qu'il emploie pourrait s'occuper de son mari Dean et de sa femme Carol. Il venait de franchir la frontière entre le rêve et la possibilité de passer réellement à l'acte. Todd a commencé à mijoter un plan avec Lynn afin de tuer son mari, Dean Noyes. Lynn a souscrit à une assurance vie de 125 000 $ au nom de Dean. On avait eu une conversation sur l'assurance vie pour assurer l'avenir de la famille. Ça allait pourtant à l'encontre de l'état de notre relation. En rétrospective, je m'en veux de n'avoir rien vu.
L'assassinat de Dean ne serait que le début. Todd tournerait ensuite son viseur vers Carol. Le seul problème, c'est que Todd n'aime pas se salir les mains. Pour que ses machinations portent leurs fruits, il a besoin qu'un pion appuie sur la détente pour lui. Qui de mieux pour jouer ce rôle que ses deux comparses, Norm Daniels et Dale Gordon. Todd m'humiliait sans cesse. Si on frappe un chien suffisamment, il devient méchant. Todd appliquait ce principe à mes dépens. Todd a toujours menti habilement, mais il passe désormais à la prochaine étape. Il se servira de ses fabulations pour causer la mort de 2 personnes. Fort de son pouvoir de persuasion, il veut faire de ses rêves une réalité sanglante. Todd Garton a entamé la transformation de ses amis Norman Daniels et Dale Gordon en tueurs à gages professionnels. Il serait le meilleur vendeur de voitures au monde. Il conçoit des tromperies qui dupent tout le monde. Mais souvenez-vous, Todd ne vend pas des voitures usagées. Il tente de convaincre 2 hommes ordinaires de tuer à sa demande. Il exploite donc leurs faiblesses. Il renforce l'estime du timide Norman et détruit celle de Dale, plus confiant. Il s'est mis à me démolir. Il était très violent. C'était de la violence psychologique. Il n'a jamais levé la main sur moi, mais je vivais un réel cauchemar. Todd disait aux 2 hommes qu'il faisait partie d'une organisation secrète appelée la Compagnie. Elle était formée d'anciens agents de la CIA, des SEALs, de la Navy et de mercenaires. Bref, d'assassins de premier ordre. On leur assignait une tâche, on les payait, puis ils disparaissaient. Travailler pour la compagnie semble certes prestigieux, mais Todd doit monter une machination subtile s'il veut convaincre ses amis de tuer sa femme, Carol, et Dean, le mari de Lynn. Voici comment il s'y prend. Première étape, convaincre Norm et Dale que son amie Lynn, mère de 2 enfants, court un grave danger. Todd m'a dit que Dean Noyes battait sa femme et qu'il était très méchant et horrible. Deuxième étape, Todd se servira de cette occasion pour présenter ses valeureux acolytes Norm et Dale à la compagnie. Todd était supposément membre de la compagnie. On lui confiait la mission d'assassiner des gens. Todd m'a souvent dit qu'il recevait par la poste des photos des cadavres des personnes qu'il avait abattues. Troisième étape, leur promettre une alléchante rétribution. On devait recevoir un certain montant ou un certain pourcentage de l'assurance vie. Oh, et une dernière chose, le temps presse. Todd me disait qu'une autre personne voulait tuer Dean, puisqu'il avait tant d'ennemis. Si nous ne l'abattions pas, quelqu'un d'autre le ferait à notre place, et nous ne toucherions pas l'argent. Le numéro de Todd réussit. Les gars sont de la partie. Il m'a lavé le cerveau à un point tel que j'ai dit « Todd, je vais tuer qui tu veux ». Que fait Carol pendant ce temps? Elle vaque sereinement aux préparatifs de l'arrivée du bébé. Elle pense à leur avenir et se préoccupe peu des amis de Todd. Il y a bien longtemps que Carol ne s'occupe plus des projets de son mari. D'ailleurs, dans ce coin de pays, s'exercer au tir n'a rien d'anormal. Ce qui surprendrait vraiment Carol serait de voir son mari agir en adulte. Quand il lui dit qu'il sera à Portland pour un emploi, elle ne sait pas que l'emploi qui amène Todd au nord est l'assassinat de Dean, le mari de sa maîtresse. Ils ont prévu de l'intercepter dans un stationnement à étage alors qu'il se rend au travail. Ce qui motivait principalement Todd, c'était l'argent. Mais Lynn avait une autre raison d'agir. Elle voulait vivre avec Todd. C'était l'amour de sa vie. Norm et Dale sont également bernés. Ils croient que la compagnie existe et que Dean Noyes mérite de mourir.
Je devais presser la détente. Tout reposait sur mes épaules. Todd avait des idées malsaines, mais il voulait que les autres fassent son sale boulot. Il voulait nous voir tuer. Rien ne laissait présager leur complot. Je ne savais pas qu'il y avait anguille sous roche. Je n'ai rien pressenti. À la dernière minute, Lynn se dégonfle. Elle préfère divorcer plutôt que tuer Dean. Elle empêche donc son mari de se rendre au stationnement où l'attendent Todd, Norm et Dale. Il aura la vie sauve. J'ignore comment on peut manigancer un tel coup tout en ne laissant rien paraître au quotidien. C'est assez incroyable qu'elle ait pu vivre ainsi. Todd était tellement furieux. Il était fâché de ne pas avoir eu l'argent et de ne pas avoir pu tuer quelqu'un. L'assassinat raté de Dean éprouve durement Todd. Toutefois, comme la date prévue de l'accouchement de Carol approche dangereusement, Todd décide de ne pas différer son meurtre. Cette fois-ci, c'est Norman Daniels qui endossera le rôle de tueur professionnel. Pensant qu'il vaudrait mieux que peu de gens soient au courant, Todd n'en parle pas à Dale Gordon. Todd et Norman passaient beaucoup de temps ensemble, mais je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Si j'avais su qu'il planifiait tuer Carol, jamais je n'aurais pu. C'était ma meilleure amie. Todd est un être diabolique et tellement sombre. Todd se prépare pour le rôle de sa vie. Il commence en montrant à Norm des articles sur des assassinats perpétrés par la compagnie. Il glisse des détails sur le colonel Sean, le commandant ultra secret de la compagnie. Puis, Todd fait une révélation surprenante. Sa femme, Carol, est elle aussi une tireuse d'élite de l'IRA. Ne te laisse pas berner par son apparence, elle est dangereuse. Todd promettait de se servir de ses contacts pour faire entrer Norman dans la compagnie. Il le mettrait en relation avec le colonel Sean. Il tenterait de lui trouver des contrats afin qu'il ait un peu d'argent et puisse sortir de la misère. N'oubliez pas, le colonel Sean et l'histoire sur Carol sont des inventions. Mais Todd doit convaincre Norman de leur véracité s'il veut se débarrasser de sa femme et de leur fils à naître. Quand Todd racontait ces histoires, il les rendait si palpitantes, réelles et fascinantes que Norm voulait aussi en faire partie. Quelques jours plus tard, Todd est porteur de bonnes nouvelles et d'une enveloppe de la part de la compagnie. Elle contient l'identité de la cible de la première mission en solo de Norman. Il y a toutefois un hic. Il se peut qu'ils doivent abattre quelqu'un qu'il connaît. La compagnie veut s'assurer qu'il a les reins assez solides pour joindre ses rangs. Si Norman voulait entrer dans la compagnie, il devait obéir aveuglément aux consignes contenues dans l'enveloppe reçue. Sinon, la compagnie allait tuer Norman. S'il ouvrait la lettre, il devait se plier aux directives. Norman a accepté. À la surprise de Norman Daniels, Todd n'est ni étonné ni bouleversé de constater que sa propre femme est la cible. Todd invente plutôt un autre mensonge. Il annonce que Carol a trahi l'organisation et qu'elle a même tenté de tuer le colonel Sean. Il affirme que leur mariage était une façade qui servait juste à camoufler leur véritable identité. Si le colonel Sean dit qu'elle doit partir, Norman n'a pas le choix. Todd a avancé son plus gros mensonge. Il lui reste juste à espérer qu'il suffira à convaincre Norman. Avril 1998, Cottonwood, en Californie. Norman Daniels est sous le choc. Il n'arrive pas à croire que sa première mission comme tueur à gages de la compagnie est d'abattre la femme enceinte de son ami et mentor, Todd Garton. Norman aimait Carol. Il l'aimait beaucoup. Il ne pouvait pas croire qu'elle mourrait de sa main.
Todd lui disait, « Oui, c'est ma femme, mais si tu ne le fais pas, tu es mort. » Todd a lancé son mensonge éhonté, mais en vain. Norm répugne à tuer une amie. Todd risque de perdre son pion. Plus tard ce soir-là, conformément aux instructions, Norm brûle l'enveloppe et les photos. Mais il conserve le seau de cire. Il veut garder une preuve qu'il exécutait une mission. S'il se faisait prendre, il voulait pouvoir prouver qu'il obéissait aux ordres d'une autre personne. Todd sait que son plan bat de l'aile. L'emprise qu'il exerce sur son assassin professionnel se relâche. Lynn communiquait avec lui pour l'aider à continuer dans cette voie. Il hésitait à passer à l'acte. Il en était très troublé. À moins qu'il ne puisse effrayer Norman, le désastre de Portland se reproduirait. Todd s'est mis à rédiger des missives à l'ordinateur. Des ordres parvenaient à Norman, supposément de la part du colonel Sean, qui était un dirigeant de la compagnie. C'était bien sûr Todd qui les composait toutes. Le message est clair. Le colonel veut que Carol meure. Impossible de s'en sortir. Soit Carol meurt, soit tu meurs. Et pour faire bonne mesure, nous allons aussi tuer ton fils. Je crois qu'il pensait sincèrement s'être mis le doigt dans l'engrenage. Le colonel Sean lui ordonnait de le faire, sinon lui ou son fils allait mourir. Norman cède, comme le ferait n'importe quel parent. Il transmet son acceptation au colonel Sean. Il sait qu'il pourrait mourir dans la foulée, mais au moins, son fils aura la vie sauve. Il avait toujours veillé du mieux qu'il pouvait sur son fils. Ça a été le moment décisif pour Norman. « 16 mai 1998, jour de l'assassinat. Todd a un kiosque à l'exposition d'armes à feu. Ce sera son alibi et l'occasion de réunir Norm et Carol devant témoins. Todd vendait du matériel de camouflage. Ce matin-là, Carol visite la maternité locale. Elle sait qu'elle attend un garçon. Elle a même choisi un nom, Jesse James Garton. Elle est en plein cœur des préparatifs de son arrivée. Todd redoutait par-dessus tout d'avoir cet enfant, parce qu'il devrait s'en occuper et qu'il ne voulait s'occuper de personne. Les bébés ont besoin d'amour. Todd n'éprouvait pas d'amour, que de la haine. Après son rendez-vous, Carol arrive à l'exposition. Todd lui avait demandé d'échanger leur voiture. Norm y est lui aussi. Todd demande à Carol de reconduire leur ami. Il l'envoie à l'échafaud, puis retourne vendre sa pacotille. Il est prêt à camper son prochain rôle, celui de veuf éploré. Quand Carol et Norman arrivent chez les Garton, Norm paraît très anxieux. Il portait son arme, un calibre 44. C'est une arme très puissante. Il connaît sa mission et il sait qu'il doit l'exécuter sur le champ. Il faut choisir son fils ou Carol. Todd Garton a réussi à convaincre son ami Norman Daniels de tuer sa femme Carol, qui est enceinte. Il voulait le faire tout de suite, mais sa nervosité a eu le dessus.
Norm quitte la maison, mais la pression le force à y revenir. Norm et Carol s'assoient pour converser amicalement. Mais petit à petit, le besoin de protéger son fils s'empare de Norman. Dans un moment lui semblant irréel, il a sorti le pistolet de son pantalon. Carol le regardait avec surprise, car c'était son ami. Il a tiré 1 fois, 2 fois, 5 fois en tout. Il a assassiné Carol et l'enfant qu'elle portait. Norman Daniels ne se soucie plus de son sort. Il a fait ce qu'il fallait pour protéger son fils. Fini les inquiétudes. À 18h45 chez les Garton, le spectacle commence. Todd aime jouer et il a invité un spectateur. Le fidèle Dale Gordon, qui n'est pas au fait du complot, est témoin de la fin de surprise de Todd. Il savait où aller. Il est entré directement dans la chambre pour trouver Carol dans une mare de sang. Cette image est à jamais gravée dans ma mémoire. Todd me criait d'appeler les secours. Il disait, « Il me faut de l'oxygène. Il me faut de l'aide. » Okay, we have a pregnant woman, and she's on the floor, bleeding. Maybe somebody shot somebody here. I don't know what's going on. Les ambulanciers tentent de ranimer Carol. En vain. Elle est morte et le bébé aussi. Une balle l'a touchée. Carol était l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Quelle perte. C'est dommage. Juste de penser à ce qu'elle a vécu durant les derniers instants de sa vie me rend malade. Je crois que Todd pensait que la police de Cottonwood allait se contenter de constater le décès sans mener enquête, tandis qu'il sortira indemne de ce meurtre sanglant. Mais les policiers font enquête. Ils reconstituent d'abord les déplacements de Carol avant sa mort. Nous avons interrogé Dale et Todd. Norman a éveillé les soupçons parce qu'il était la dernière personne, à notre connaissance, à avoir vu Carol. Les policiers retrouvent son véhicule abandonné, mais pas Norman. Il avait simplement disparu. Personne ne pouvait le joindre ou ne savait où il était. Sa maison sur la rue Gas Point était déserte. Mais Norm finit par rentrer à la maison. Quand les policiers ont mis la main sur lui, ils ont aussi trouvé l'arme du crime. Il nous a dit « L'arme est dans la maison sous mon oreiller. C'est un calibre 44. » Je crois que c'était une Rossi. Le capitaine Foster et moi sommes allés voir. On a soulevé l'oreiller et l'arme y était. Les policiers posent des questions, mais Norm Daniels garde le silence. Au départ, je crois que Norman avait peur de cette compagnie que Todd avait créée de toutes pièces. Je pense sincèrement qu'il craignait que s'il parlait, la compagnie allait se venger même s'il était en prison. Quelque temps après, Norman flanche et déballe toute son histoire à dormir debout. Au début, j'avoue que je pensais qu'il était fou. Mais plus certains détails se vérifiaient, plus sa version des faits était crédible. Vous souvenez-vous de sa prémonition? Il avait eu l'instinct de conserver une partie de l'enveloppe que Todd lui avait remise. Eh bien, ce saut de cire est ce qui a permis aux policiers d'incriminer Todd pour le meurtre de sa femme et de leur bébé à naître.
Todd avait appliqué la cire rouge sur l'enveloppe à l'aide d'une épinglette de plongeur. Nous avions un mandat pour fouiller sa maison et nous avons retrouvé la pièce à conviction enduite de cire rouge. Un mois après le décès de Carol, Lynn et Todd sont accusés de complot pour meurtre. Une semaine plus tard, Dale Gordon est accusé de tentative de meurtre sur le mari de Lynn, Dean. Nous avons appris que plus jeune, Todd Garton avait voulu être un chanteur de rock et qu'il avait échoué. Il avait ensuite souhaité devenir un héros de l'armée, ce qu'il n'avait pas réussi non plus. Il avait un problème d'identité. Il voulait être quelqu'un d'autre. Durant son procès, Todd joue la victime. Ce sont Lynn et Norman qui l'ont mené en bateau parce qu'il nuisait à leur liaison secrète. Todd profère un dernier mensonge délibéré. Même s'il faisait l'objet d'un procès pour meurtre, Todd jouait à la vedette. Il semblait même y prendre plaisir. Todd a lu une déclaration éhontée, voulant que tout le monde avait tramé ce complot, sauf lui. Il était innocent. Cette fois-ci, personne ne le croit. Le jury trouve Todd Garton coupable et le condamne à la peine de mort. C'est impossible de tourner la page. Je ne sais pas qui a inventé ce concept, mais une perte, c'est une perte. Elle va me manquer toute ma vie. Elle est partie. Ça ne change rien que le meurtrier soit emprisonné. Nous étions furieux contre Todd et le jeune homme qui l'a tué. Nous avons enfin compris qu'il avait été manipulé par Todd, qu'il s'en était servi comme d'un pion. Il n'avait aucun remords. Rien ne sera plus comme avant. Elle nous manquera toujours. Todd, Lynn, Norm et Dale ont tous été emprisonnés. Todd attend son exécution. Il a consacré sa vie à inventer des histoires et à convaincre les autres de leur véracité. Il a finalement tiré parti de l'instinct de protection d'un père pour l'inciter à tuer Carol et l'enfant qu'elle portait. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Mais n'allons pas admirer ce tour de force.